Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Oui, bonjour. Bonjour Gilles, Bonjour, il y avait un son bizarre. Comment allez-vous ? Bonjour Gilles, très bien. Alors, on parle dans le micro, oui, on met le très casque, bien, et puis absolument. voilà. Non, tout va bien. Bonjour Thomas Huchon. Bonjour Gilles, bonjour Valérie. Merci Bonjour d'être Thomas. avec nous. Vous êtes journaliste, auteur-réalisateur, consultant, spécialiste du web, des infos, des infox et des théories complotistes. On vous retrouve sur votre plateforme Spicy. Vous produisez des documentaires tout à fait passionnants et édifiants. Et on avait envie de vous entendre ce matin après le procès qui a eu lieu cette semaine qui visait 10 personnes qui étaient accusées d'avoir propagé des fake news sur Brigitte Macron. Et puis, écoutez, le président de la République avant-hier s'est exprimé à propos des réseaux sociaux en fustigeant certains d'entre eux, dont TikTok et Twitter, qu'il accuse d'être une fabrique de l'extrême droite. On va en reparler avec vous dans un instant. Moi, j'aimerais vous demander, Thomas, est-ce que les plus coupables, c'est les plateformes elles-mêmes qui, avec leur système, encouragent les choses, ou est-ce qu'au final, c'est ceux qui écrivent qui sont les coupables, s'il y a des coupables d'ailleurs, qui sont les responsables de tout ça dans l'histoire, les plateformes ou ceux qui mettent les choses? Je pense que tout le monde a sa part de responsabilité et qu'elle est différente et que même dans ceux qui écrivent, il y a deux catégories. Il y a ceux qui produisent et qui fabriquent tout ça, et il y a ceux qui le répètent parce qu'ils y croient et qui se font un petit peu manipuler, abuser. Je mettrai pas ceux qui répètent dans la même catégorie que ceux qui fabriquent, et je mettrai pas non plus dans une catégorie très différente les réseaux sociaux. En réalité, on a un double problème. On a des gens qui disent n'importe quoi pour en tirer un intérêt, un profit, de l'influence. Finalement, ils ont bien le droit, c'est le jeu de la démocratie, et ils l'ont toujours fait. Ça a toujours existé. Oui, on croyait, les Gaulois pensaient que le ciel allait leur tomber sur la tête. Oui, je pourrais tweeter ça. Mais qu'est-ce qui vous dit ? Oui, mais qu'est-ce qui vous dit que c'est faux ? Je vous pose la question. C'est toujours la même question. C'est pourquoi c'est vous qui, pourquoi c'est vous qui avez raison. Elle aime bien poser des questions comme ça. Elle aime bien me dire des questions comme ça. Mais donc du coup, le problème qui se superpose à ces gens qui veulent dire n'importe quoi, qui ont bien le droit, mais ça a quand même des conséquences, c'est qu'en fait, il y a une nouvelle manière de s'informer. Et que dans cette nouvelle manière de s'informer, ça ressemble à ce qui se passait avant, mais c'est pas du tout les mêmes règles. Ben oui. On a l'impression qu'on trouve des articles de presse sur Facebook parce qu'on a l'habitude d'en suivre et de voir des choses passer, mais la manière dont ces articles nous sont distribués n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaissait auparavant. Ce qu'on connaissait comme la hiérarchie de l'information, l'éditorialisation, le fait que certains articles étaient plus de l'opinion, de l'autre était plus de l'enquête ou du factuel. On avait un certain nombre de repères. Et ces repères, ils ont sauté en 20 ans. C'est-à-dire dans une rapidité assez incroyable. Mais ils ont sauté sans qu'on s'en rende compte. Parce que ce qui fait l'alpha et l'oméga de ces réseaux sociaux, vous savez, ce sont ces algorithmes. Personne ne sait très bien ce que ça veut dire. Personne n'est capable d'expliquer ce qu'il y a derrière. Il n'y a aucune forme de transparence là-dessus, donc sur la manière dont nous est renvoyée l'information. Et en fait, on est dans un espèce de trou noir, sauf qu'on a l'impression que c'est hyper confortable. Parce qu'on voit que des choses qu'on aime bien, que des choses qu'on croit déjà un peu, on voit que des gens qui pensent comme nous. Et donc, c'est en fait une mécanique qui est terrible. Je vous dirais que finalement, il y avait une égalité entre ceux qui fabriquent et les réseaux sociaux dans le mal qu'ils nous font. Depuis que certains patrons de réseaux sociaux font des saluts nazis, j'ai l'impression qu'ils prennent l'ascendant dans le combat. Oui, mais on peut vous reprocher qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule pensée à penser. Bien entendu, on pourrait le reprocher. Mais ça, c'est plutôt l'époque de l'ORTF que l'époque des médias libres des années 80 ou par exemple des radios libres dans les années 80, de la presse qui s'est diffusée après la Seconde Guerre mondiale et avec une grande pluralité d'ailleurs dans les écrits. Ce que les complotistes défendent comme une espèce de pensée unique, en réalité, c'est ce que d'autres appellent le consensus scientifique. Et donc il y a quand même quelque chose aussi qui est un petit peu chamboulé par cette nouvelle manière de s'informer, parce que l'autre truc, c'est que sur ces plateformes, avant, quand vous alliez dans une bibliothèque ou au kiosque, franchement, le journal très sérieux, il avait une allure très différente du journal complètement bordélique. L'Encyclopédia Universalis ressemblait pas exactement à Pif Gadget. Non. Aujourd'hui, si.
Et c'est un peu, vous savez, c'est cette fameuse blague dans le film Les Nuls. Hein, on peut tromper une fois une personne, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne devrait pas pouvoir tromper 1000 fois 1000 personnes. Ouais. Et ben si. En fait, les réseaux sociaux ont créé cette possibilité-là. On peut tromper 1000 fois 1000 personnes. Et à la fin, ça a des conséquences terrifiantes. Alors, on va passer au zapping, puis on va voir avec vous, on va revenir sur le procès de ceux qui ont accusé Brigitte Macron d'être un homme. Et on voit que sur les réseaux, ils ne lâchent rien. Hein. Il y a toute une série depuis le procès de gens qui continuent d'affirmer certaines choses à propos de Brigitte Macron. Gilles, le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Hier sortait le livre Hacker, Valérie. Évidemment, j'ai choisi ce son pour notre invité, Thomas Huchon, parce qu'on parle des réseaux et des médias. Un hacker qui se dit éthique, ça veut dire qu'avant, il hackait pour des mauvaises choses. Maintenant, il est hack pour des bonnes choses. Il a raconté comment il a débusqué le faux Brad Pitt et l'arnaque qui avait rapporté 830 000 €. Dans cet avou hier soir, il a raconté comment il a fait pour retrouver le faux Brad Pitt. Révélation. Ça a été un travail de longue haleine. On a mis en place des pièges pour qu'ils puissent justement révéler leur identité GPS exacte et nous permettre justement d'avancer dans l'enquête. Alors le mail piégé que nous on a envoyé au brouteur, c'est très simple, c'est celui-ci. Et lorsque l'escroc il a cliqué sur ce lien piégé, on a eu énormément d'informations qui sont apparues. On a surtout eu un emplacement GPS exact qui a été déterminé à Kwale, au Nigeria, dans une maison. Il s'agit de 3 petits jeunes de 20 ans. Ils arnaquent à la chaîne comme ça en se faisant passer pour des célébrités. Il faut s'inspirer de ce que eux font pour pouvoir les battre à leur propre jeu. Une jeune femme qui s'est fait arnaquer par un monsieur qui lui a vanté les mérites d'une plateforme de placement financier X ou Y, l'a fait tomber amoureuse en quelques semaines et après ça, elle s'est mise à investir sur la plateforme qui lui avait vanté. La victime, elle a déboursé 40 000 € dans cette arnaque-là. Il a envoyé ce type de photos, donc on s'est aperçu que cette personne-là était mannequin professionnel dans un autre pays. Par contre, la personne que nous on a retrouvée, on l'a localisée au Myanmar en Birmanie, on s'est aperçu que c'était une ferme d'escrocs. C'est des mafias asiatiques qui gouvernent et dirigent des camps de travail forcé. Alors aujourd'hui, on parle de fake news, mais c'est aussi une fake news de croire que c'est Brad Pitt, et pourtant il y a cru. Ben oui, moi j'ai beaucoup suivi cette affaire. On avait reçu à l'époque où j'étais dans la grande semaine sur M6, on avait reçu la fille de cette femme qui avait été escroquée. Il y avait beaucoup de monde qui se moquait de Anne. Et en réalité, quand on rentrait dans le détail de ce qui lui était arrivé, on voyait une construction d'une intelligence perverse diabolique qui était en fait un piège qui s'est complètement refermé sur elle. Mais ce qui était intéressant aussi dans cette histoire, c'était de comprendre que l'un des facteurs qui avait fait basculer cette femme, c'était ce qu'ils avaient pu comprendre d'elle. Ouais. En gros, ils avaient réussi à savoir que cette femme venait de divorcer, qu'elle avait touché beaucoup d'argent, qu'elle était donc dans une situation émotionnelle un peu compliquée, elle sortait d'une longue maladie, elle avait une vie qui était pas très agréable par rapport à ce qu'elle souhaitait, et donc ils sont rentrés un peu dans ces interstices-là. Mais vous voyez, vous me posiez la question, qui est le problème entre les désinformateurs et les réseaux sociaux? Et ben là, c'est les réseaux sociaux qui permettent à ces brouteurs de savoir qui sont ces gens, comment ils se déplacent, ce qu'ils font, où ils vont. Alors je suis d'accord que ces gens-là publient volontairement ce qu'ils veulent sur les réseaux. Mais on leur a pas vraiment expliqué quand ils sont inscrits sur Facebook, attention, tu peux te faire escroquer de 800 000 balles par des brouteurs. Bien sûr. Vous savez, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on passe des messages de prévention beaucoup plus fréquents. J'ai l'impression que quand on dit aux gens informez-vous sur Internet, c'est un peu comme si on leur disait baladez-vous en forêt, c'est cool. Ouais. Ben en fait, le problème, c'est pas ça. C'est qu'il faudrait leur dire baladez-vous en forêt, c'est cool, mais il y a des ours. Ouais. On fait pas la même balade. Ouais. Bah, on a régulièrement, nous, fait des émissions. Alors, il nous a quittés, hélas, avec Jean-Jacques Latour, qui venait dans l'émission pour passer tous les messages de prévention sur toutes les nouvelles arnaques sur les réseaux, les faux colis, les fausses livraisons, etc. Et c'est indispensable de faire ça. Et puis l'intelligence artificielle permet de nouvelles formes d'arnaques. Absolument. Ce qu'on voit maintenant, c'est que on pourrait avoir des gens qui iraient, je voudrais mettre en garde vos auditeurs, qui vont être capables d'usurper un petit bout de voix d'un proche. Votre père, votre mère, votre frère, votre cousin, et qui va vous appeler en se faisant passer pour votre cousin, pour votre père. Dire attends, je suis en galère, faut absolument que tu m'envoies. Faites très attention. Faites très attention parce qu'aujourd'hui les degrés de perfectionnement technologique sur ces sujets-là sont tels que ça devient très difficile à détecter. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics ont de plus en plus de mal aussi à lutter contre ce type de fraude. Parce que là, il s'agit vraiment de fraude et d'actes absolument malveillants qui sont totalement hors la loi, mon cher Gilles, contrairement à ceux qui diffusent des fausses informations,
quand elle reste dans le cadre prévu dans la loi française sur les opinions. Alors ce sont, après vous avoir gâté, je gâte Valérie. Je vous sais passionné des livres, Valérie, hein, c'est un peu votre combat que vous menez, d'ailleurs sur Sud Radio le week-end. Sur Brut hier, je ne sais pas si vous avez vu Johann Sfar, Oui, j'ai vu. qui a poussé un coup de gueule sur ceux qui ne veulent pas lire. J'ai découvert, alors me dites pas que c'est faux, je sais que c'est vrai, que les étudiants en littérature aujourd'hui, je vous parle de Cagne, je vous parle d'Hippocane, ils lisent plus de livres. Ils vont devenir profs de français, ils lisent des résumés. Mais c'est pas possible. Lire un livre, c'est comme aller au théâtre, c'est accepter de s'emmerder. C'est accepter de se cogner les 500, les 600 pages de 100 ans de solitude, ou de Belle du Seigneur, ou de Guerre épée, ce que vous voulez. Et puis vous en pouvez plus, et puis vous l'oubliez. C'est ça, lire. Il y a aussi, on se trompe sur ce que c'est qu'un auteur. Moi, je suis très préoccupé qu'en ce moment, les gens aient envie d'être d'accord avec les romanciers qu'ils lisent. Ah, lui, c'est scandaleux ce qu'il a dit. Ah, lui, c'est bien parce que je suis d'accord. Mais moi, j'attends pas d'un auteur qui soit un type bien. L'humanité, c'est pas des gens bien. L'humanité, c'est des gens complètement paumés. Moi, j'attends d'un auteur qui m'informe sur l'espèce humaine. Et ça rejoint un peu les réseaux sociaux. Oui, c'est bien pour ça. On a besoin d'être d'accord avec les gens qui écrivent et ce qu'on lit. C'est complètement fou. Mais je pense que vous avez raison, Valérie, mais il y a quelque chose, en fait... On a des études sur le nombre de fois où on regarde son téléphone dans la journée. C'est plus de 240 fois en moyenne, plus de 600 fois pour les moins de 35 ans. C'est un petit peu plus sur Valérie. Ça change nos manières de voir le monde, ça change nos manières de réfléchir, ça change nos manières. J'entendais l'autre jour, un peu pour aller dans le sens de ce que disait Sophia Aram, une présentatrice sur une radio concurrente le matin, qui disait que à force de voir des vidéos très courtes sur les réseaux, elle était plus capable de lire un chapitre de livre. Absolument. Alors, l'immédiateté. Je vais vous faire une confidence très personnelle ce matin. Il se trouve que, vous le savez, je suis déjà venu dans votre antenne pour en parler, je suis un peu l'un des pourfendeurs des réseaux sociaux et de ces outils technologiques. Et j'ai décidé de m'appliquer une règle que je conseillais aux autres, et vous savez, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. J'ai donc décidé, à fin août, de mettre sur mon téléphone l'espèce de filtre à message qui permet, en gros, à 22h59, votre téléphone est normal, à 23h, il n'y a plus rien. En gros, il est plus sombre, il n'y a plus de notifications d'application, vous ne pouvez plus recevoir de messages, et jusqu'à 7h30 du matin, qui est l'heure où mes enfants débarquent pour me foutre la misère, le truc se réveille. En fait, c'est dingue. J'ai l'impression à 23h que c'est un téléphone de démonstration dans un magasin, que ce n'est plus le mien. Il y a encore la photo de profil qui correspond à ce qui est la mienne. Mais effectivement, je n'ai plus envie de toucher à toutes ces applications. Ce téléphone, il dort dans le salon maintenant, il dort plus avec moi. C'est et moi, en fait, je dors la nuit. Je lis des livres. Et en fait, je crois qu'effectivement, y compris ceux qui ont l'impression de savoir, qui ont l'impression d'être protégés, qui ont l'impression de comprendre, en fait, on est pareil. On est des petits hamsters en train de tourner dans la roue, et il n'y a personne qui va arrêter la roue pour nous. Je me dis la même chose à la fin de la journée en me disant « Ah là là, mais il faut que j'arrête, il faut que je mette mon téléphone dans une autre pièce l'après-midi. » Et vous le faites non, je le fais pas. Je me dis ça. Alors parfois, votre nom peut vous empêcher de trouver le bon travail à la bonne place. C'est la mésaventure, là aussi, c'est parce qu'on a une spéciale réseau, la mésaventure de cet employé d'Apple, je ne sais pas si vous avez vu. Alors je vous donne un petit truc pour comprendre. Cet employé d'Apple a comme prénom Sam. Vous allez comprendre. Ce mec a changé de nom parce qu'il bossait à Apple Store et la seule raison, c'est parce qu'il s'appelait Samsung. Alors ça s'écrit pas de la même manière que la marque Samsung, il y a juste un espace entre Sam et Sung. Et à l'époque, ce Sam, il travaillait dans un Apple Store en Écosse et était déjà victime de quelques remarques entre son nom et Apple Store. Il déménage ensuite au Canada où il continue de travailler dans un Apple Store et puis un jour, il reçoit un coup de fil lui disant qu'il est devenu viral sur Reddit. Quelques heures après, c'est Apple Store qui le rappelle en lui racontant que quelqu'un avait pris en photo sa carte de visite d'Apple et à partir de ça, Sam a cru qu'il allait clairement perdre son emploi. Finalement, il démissionne en 2013 d'Apple Store et il vend ses cartes de visite et son uniforme d'Apple au profit d'une association caritative. Cette histoire l'a tellement bouleversé qu'il a changé son nom Samsung en Samstruan, un nom inspiré d'un village en Écosse pour mettre totalement cette vie de côté. Cette histoire est incroyable. Incroyable. Vous appelez pas France Inter. Non. Voilà. Demain, dans la Starac, c'est... Viré de Sud Radio. Viré de Sud Radio, France Inter. Demain, dans la Starac, c'est le prime des parrains avec entre autres Charlotte Cardin, la Canadienne s'est impliquée à fond cette semaine. On va pouvoir déjà la mettre, je parlais sur le titre. Elle a assisté aux évaluations.
Et elle prépare 2 titres qu'on verra dans le Prime. Elle en a profité pour présenter le nouveau titre qu'on entend, Tant pis pour elle. Puis lundi, on reçoit, vous savez, Philippe Manœuvre. C'est pour ça que ce que vous m'avez dit, Philippe. Parce que c'est l'anniversaire d'une chanson de Queen. Rhapsody, je vous le mettrai. Vous me le mettrez lundi. Allez, on a pris beaucoup de retard. On fera bien 1 heure entière avec Thomas Huchon. On se retrouve dans un instant avec vous pour parler du procès. Just a poor boy. Voilà. Vous allez chanter avec vous, Thomas Huchon, pour parler du procès Brigitte Macron. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Thomas Huchon, journaliste, auteur, réalisateur, consultant. Vous allez dans les écoles pour expliquer ce que c'est que les infox, les fake news, spécialiste du web et des théories complotistes. Votre plateforme s'appelle Spicy. Il y a énormément de documents tout à fait passionnants. Et on avait envie de vous entendre sur le procès sur le cyberharcèlement de Brigitte Macron et cette fake news selon laquelle elle serait un homme. Il y a tellement de questions qui viennent. L'origine, peut-être, le point de départ, il est bien en France. Oui, le point de départ est en France. Il s'agit d'une espèce de triumvirat un peu bizarre. Une citoyenne qui s'improvise journaliste à force de lire des choses complotistes sur les réseaux sociaux et en sortant du mouvement des Gilets jaunes, qui déteste Emmanuel Macron et qui a décidé de lui régler son compte à coup d'enquête. Elle va tomber sur une médium sur Internet qui s'appelle Amandine Roy et qui a une chaîne YouTube. Et dans le même temps, elle va connecter avec une figure de la complosphère française, Xavier Poussard, qui dirige une revue qui s'appelle Fait et Documents, qui est très proche du polémiste antisémite Alain Soral. Et du coup, on va se retrouver avec cette espèce de bande-là. Ils vont publier à la fois des écrits et des vidéos en expliquant à coups de preuves sorties de leur contexte, parfois même un peu dévoyés, eh bien que la première dame serait en réalité quelqu'un d'autre, en fait son frère, et ils vont arriver à toucher des centaines de milliers de personnes avec cette histoire-là. Et cette histoire-là, elle va venir un peu comme une espèce de cerise supplémentaire sur un horrible gâteau très toxique. Ça vient en fait concrétiser l'idéologie du mouvement QAnon aux États-Unis. Oui, c'est ça. Le mouvement QAnon, qui est donc, comme on en avait déjà discuté ensemble, Valérie, c'est ce mouvement qui a soutenu pour partie l'accession au pouvoir de Donald Trump et qui postule l'idée qu'il y aurait une secte de pédophiles satanistes qui dirigerait le monde en secret. Et donc, la révélation supposée par ces menteurs complotistes que Brigitte Macron serait en réalité un homme, eh bien, c'est la révélation de l'existence de cette secte pédophile qui dirige le monde en secret. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre en réalité dans l'affaire Brigitte Macron, c'est un peu une poupée russe, comme toutes les théories du complot, mais qu'à la fin, il y a quand même un complot mondial avec des ramifications dans tous les pays. Et juste, Valérie, à notre époque, c'est pas compliqué de prouver qu'on est un homme ou une femme, logiquement? Alors, normalement, c'est pas compliqué. Il se trouve que la justice française demande à ceux qui accusent de prouver et que la justice américaine demande à ceux qui se défendent de faire la preuve. C'est ça. Et donc, vu qu'il y a une procédure dans les deux pays, eh bien, il y aura 2 exercices judiciaires très différents pour la famille Macron. Parce que aux États-Unis, c'est à eux de démontrer mais on ne croira jamais ces preuves. Alors, c'est la justice, donc en fait, à un moment... Mais là, vous touchez un point très important. Est-ce qu'il faut répondre et comment il faut répondre et pour qui il faut répondre? Bien entendu que ceux qui pensent que Brigitte Macron est un homme ne croiront jamais aux preuves, y compris de la justice américaine, y compris des photos, y compris des examens médicaux. Ils diront toujours qu'il y a un loup et ils ne voudront jamais les écouter. Mais finalement, est-ce que c'est pour eux qu'il faut parler? Est-ce que ces gens-là représentent la majorité de notre population? Pas du tout. En réalité, vous avez 2 blocs qui sont des 2 côtés du spectre. Des gens rationalistes, des gens complotistes. Et au milieu, des indécis. Et bien en fait, c'est pour les indécis qu'il faut parler. Parce qu'aujourd'hui, sur cette histoire Brigitte Macron, il n'y a que les complotistes qui parlent aux indécis. Absolument. Et c'est ça qui est terrible, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut
engagé des procédures judiciaires comme l'a fait le couple Macron, probablement peut-être un peu plus tôt, ça aurait pas été débile. Mais il faut aussi que nous, les journalistes professionnels, on déconstruise ces trucs-là. Pendant longtemps, j'ai eu peur de ce qu'on appelait l'effet Streisand, comme certains de mes confrères, mais en fait, ça n'existe pas. L'effet Streisand, ça veut dire parler d'un fait qui n'est pas forcément connu par tout le monde, et en le dénonçant, et d'un seul coup, ça explose. Effectivement, comme vous dites, d'en faire un énorme buzz. Mais je voudrais vous donner 2 chiffres. Pour vous montrer qu'en fait, cet effet Streisand n'existe pas. N'existe plus à l'époque d'Internet. Aujourd'hui, vous avez 125 000 personnes qui ont publié des tweets sur l'affaire Brigitte Macron depuis 1 an en français. Ces 125 000 tweets, ils font une audience de 2 milliards de personnes. D'accord ? Ça veut dire que vous avez la ville de Besançon qui parle à l'Inde et à la Chine. Donc on est dans un truc qui est dingue. Il faut absolument répondre. Il faut pas laisser ces 125 000 personnes qui touchent 2 milliards avec leur message être les seules à parler. Mais en même temps, c'est ce qu'on voyait déjà pendant le Covid, en réalité, Valérie. C'est ce qu'on avait vu déjà à l'époque et là, il y a une mécanique des réseaux sociaux. Alors, j'ai pas les chiffres pour 2025 et la France, mais je les ai pour 2024 et les États-Unis. Sur la campagne américaine, dont on sait qu'elle a été polluée par les fake news, c'est 5% des tweets. On retrouve une fake news dans 85% des conversations qui parlent de politique aux États-Unis. Ça, c'est les algorithmes. Ça fait 5%, donc un message sur 20, et vous le retrouvez dans 17 conversations sur 20 qui parlent de politique. C'est ça, le jeu. Dont nous parlons, et c'est ça l'invisible qui est essentiel à l'œil, comme disait Saint-Exupéry. Et ben cet invisible-là, il est essentiel parce qu'il est en train de détruire notre démocratie, pas parce qu'on n'est pas d'accord avec ces gens-là, mais parce que nous ne partageons plus les faits et que nous ne pouvons plus discuter. C'est ça le vrai problème que nous posent les réseaux sociaux. En réalité, c'est pas tant la circulation du mensonge que l'absence de base commune entre les citoyens. Si nous voulons vivre ensemble, il faut qu'on partage un certain nombre de trucs, sinon c'est pas possible. Et l'idée qu'on aurait, vous savez, on parle beaucoup de post-vérité, mais la post-vérité, c'est pas ce qu'on a cru, c'est pas le moment où il y a plus de vérité, c'est le moment où on n'arrive plus à établir de vérité. Donc on n'a plus les faits. Et donc, ce qui nous arrive un peu en ce moment, c'est ça. Moi, je crois que il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à se reparler. Mais pour se reparler, il faut qu'on retrouve des petites choses un petit peu communes, et c'est difficile. Donc, ça va prendre du temps. Mais il faut absolument qu'on se remette à se reparler. Vous êtes optimiste, vraiment ? Je suis pas très optimiste, vous le savez. Moi, j'ai été agressé par un complotiste, je me suis fait tabasser à coups de bouteille dans un restaurant, donc je suis pas très optimiste, mais c'est pas parce que je suis pas optimiste que je veux pas croire qu'il y a une possibilité de s'en sortir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si nous n'essayons pas, il n'y aura pas de solution. Donc il faut essayer, il faut lutter, et il faut, comme je l'ai baptisé dans le titre de mon dernier livre, résister aux fake news, parce qu'en fait, ce que nous avons à sauver est beaucoup plus important. Regardez le plaisir que nous avons à converser ensemble. C'est ça, en fait. Il n'y a pas de fake news entre nous. C'est aussi pour ça. Bien sûr. C'est parce que nous partageons le point de départ. Alors, on ne sera jamais d'accord sur tout. On le sait bien avec Gilles, on se chatouille un peu parfois. mais c'est ça la vie, et c'est beau ça. Donc, essayons de recréer ça. Essayons de recréer les conditions d'une discussion dans laquelle on respecte l'autre, et même si on n'est pas d'accord, on pense pas que c'est un horrible salopard, et à la fin on arrive à se parler. Oui, moi je joue l'avocat du diable pour faire surgir la vérité. Merci beaucoup Thomas Huchon, merci, c'était passionnant, et on vous réinvitera pour commenter peut-être les peines qui seront prononcées dans le cadre du procès de Brigitte Macron. Merci à vous, très bonne journée sur l'antenne de Sud Radio.